Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System et c'est avec un grand plaisir que j'anime ce balado. Aujourd'hui, ça va être légèrement différent. Vous remarquez qu'Alex n'est pas là, dû à un empêchement, on va quand même tourner le tout. Dans nos différents balados, il nous fait un grand plaisir d'aborder une série de sujets qui concernent l'automatisation dans son sens large et qui sont axés sur le manufacturier en particulier. En effet, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler de gestion des opérations avec une sommité dans le domaine. Je le dis à chaque balado, peut-être que les auditeurs vont penser que je me répète, mais c'est parce que je le pense vraiment. Honnêtement, nous sommes vraiment choyés de pouvoir parler avec des personnes avec autant de connaissances et de pouvoir rendre ça disponible à tous nos auditeurs. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes donc heureux de pouvoir accueillir M. Luis de Santa Eulalia, qui est professeur agrégé au département de systèmes d'information et de méthodes quantitatives de gestion à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. De plus, Luis est spécialiste en gestion des opérations. Il a fait des études en génie industriel, soit un baccalauréat suivi d'une maîtrise et finalement d'un doctorat. Ses travaux sont liés aux approches combinant les gestions des opérations et les nouvelles technologies, et ce à partir d'une perspective de gestion durable. Ces derniers projets sont financés par des organismes subventionnaires tels que le CRSNG, CRSH, FQRNT et le MITEX. Ces recherches lui ont valu de publier plus de 170 articles scientifiques et professionnels. Il est aussi cofondateur et co-directeur de l'Intellilab.org, soit un groupe de recherche dédié à l'industrie 4.0, ainsi que le cofondateur et coordonnateur du Supply Chain 4.org, soit le Collaborative Research Network on Supply Chain 4.0, et cofondateur et co-représentant institutionnel du réseau SDG Network, soit Smart Digital and Green, qui est un réseau québécois de recherche appliquée et partenariale. Un point important ici, c'est que ces projets sont tous en partenariat et notamment avec des PME québécoises. Finalement, Louis est membre du Centre de recherche créatique sur les organisations intelligentes. Bonjour Louis, comment allez-vous? Bonjour Antoine, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, en fait, Félicitations pour mais... l'initiative sur le super. podcast. Et puis merci pour les bons mots. Je suis flatté. Super, merci à vous. Puis comme je vous l'ai dit, on est vraiment chanceux, puis nos auditeurs aussi sont vraiment chanceux de pouvoir avoir accès à cette information-là. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Puis j'aimerais commencer peut-être la discussion par vous demander de vous décrire peut-être votre rôle comme professeur à l'Université de Sherbrooke, s'il vous plaît. Parfait. Alors, comme professeur à l'Université de Sherbrooke, je travaille deux fronts, principalement l'enseignement et la recherche. En enseignement, mon domaine, c'est les opérations, la logistique, la gestion des chaînes d'approvisionnement, puis les technologies, notamment les technologies émergentes, la transformation numérique. Je suis co-responsable d'un microprogramme en gestion à intelligence manufacturière, JIM, qui parle de la transformation numérique, puis l'industrie 4.0, 5.0, depuis 2018. Puis en termes de recherche, je suis chercheur du Centre Créatech sur l'organisation intelligente, qui est un centre de recherche multidisciplinaire sur la transformation numérique, sur la valorisation de données, sur le marketing numérique. C'est le numérique vraiment au cœur de nos travaux. On a plusieurs axes de recherche qui sont aujourd'hui, je crois, qui sont très pertinents là, dans le contexte du Québec, par exemple, comme au marketing sensoriel, l'intelligence d'affaires et l'analytique, la transformation numérique, et les opérations intelligentes, c'est plutôt mon axe. L'interaction humain-machine aussi, puis la cybersécurité. Donc, c'est l'axe de recherche. Oui, très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Louis. J'aimerais ça aussi peut-être prendre le temps peut-être de faire un petit point sur savoir comment vous voyez le développement du secteur manufacturier actuellement. OK. Alors, bon, le secteur manufacturier, là, il reste super important pour le Québec. Là. Comme vous le savez, là, ce qu'on parle ici il est clé pour les exportations du Québec. Il y a beaucoup de dépenses en recherche et développement. Là. On a plus poste des qualités, mais on a des défis qui sont très importants, comme vous le savez. On a des défis que j'appelle systémiques.
Hein? On parle tout le temps, là, les médias, la fameuse pénurie de main-d'œuvre et tous les problèmes qui viennent avec, hein, la rétention de la main-d'œuvre, les taux de rotation de la main-d'œuvre, la relève, les formations et les compétences. Mais on a aussi des problèmes en lien avec la productivité. Hein. On ne nous domine pas les palmarès en Amérique du Nord et en Occident, en termes de productivité et en termes d'innovation non plus. Mhm. Et un problème qui est très agaçant aussi, c'est qu'on subit un peu la concurrence des pays à bas salaire plus fortement que les autres provinces ou les États en Amérique du Nord. Mhm. Parce qu'il y a une partie importante du secteur, là, la fabrication, c'est loin un peu le secteur à grande valeur ajoutée. Là. Puis en termes systémiques aussi, certaines entreprises qui vivent plus fortement un gap technologique qui s'est créé, là, qui ont moins accès aux technologies, qui investissent moins, qu'ils vont peut-être avoir un problème plus important à moyen et à long terme. C'est ça Il y a des qu'on... défis contextuels aussi. Excuse-moi, j'ai été coupé, Antoine. Non, continue, continue. Il y a des défis contextuels aussi qu'on vit un peu partout en Occident, hein, surtout en lien avec la géopolitique et le problème des chaînes d'approvisionnement. Encore une fois, on entend beaucoup parler dans les médias, là, la guerre en Ukraine, les incidents météorologiques extrêmes dus au changement climatique, par exemple. Mhm. Plus récemment, le COVID, puis surtout, encore plus récemment, la politique zéro COVID de la Chine qui commence à s'alléger. Mais tout ça, ça fait en fait qu'on a un problème d'inflation, de ralentissement économique, des risques de récession un peu plus prolongée. Euh, mais malgré tout ça, là, il y a quand même un vent de changement, je dirais, là, depuis un certain temps. On a vu l'émergence de plusieurs programmes de financement gouvernementaux, privés, en lien notamment avec la transformation numérique. Il y a des programmes de formation très intéressants au Québec, dont celui-là que j'ai fait mentionner au début de mon entrevue. Il y a plusieurs événements un peu partout. Il y a un réseau qui se forme, là. Il y a notre réseau d'universités, là. Et on travaille beaucoup avec un partenariat avec le PME, avec beaucoup de projets d'entreprise. Il y a comme un vent de changement, je dirais, là. Et ça fait en sorte qu'on a beaucoup d'histoires à succès au Québec quand même. Puis il y a des entreprises qui sont dans une lancée, là, et continuent d'avancer fortement, là. Ça, c'est encourageant. Ah, tant mieux, parfait. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter par rapport au bilan un petit peu actuel là, du secteur manufacturier ou c'est ben, en fait, c'est vraiment détaillé? Je ne sais pas s'il restait des petits points à donner. Non, ça va, ça fait un portrait, là. Ouais. Très, ouais, très, très général, mais très, très complet. Puis justement, là, si je fais du pouce là-dessus, considérant le contexte que vous venez de dresser, pour un rôle de gestionnaire des opérations, là, tu sais quoi les plus grands défis, dans le fond, pour faire face à cela? Oh, OK, le plus grand. Bon, il y a plusieurs défis. Je vais essayer d'expliquer mon défi avec une histoire, là. Peut-être ça va permettre de comprendre un peu davantage comment je vois tout ça, Mhm, personnellement. Quand on a fondé notre groupe de recherche sur le 4.0, là, c'était encore au début de la vague, puis on avait beaucoup de PME qui cognaient nos portes, puis continue à cogner jusqu'à maintenant. On travaille tout le temps avec des PME, parfois avec des grandes entreprises, mais on a une plus forte préférence par le PME, là, dû à l'importance au tissu économique du Québec. On avait des profils intéressants des gens qui cognaient nos portes. OK? Je vais catégoriser un type 1 et type 2. mhm, OK? Type 1, là, il y a deux sous-types. Il y a le premier sous-type de type 1. mhm, C'est quelqu'un qui venait cogner nos portes parce qu'il était un peu responsable du volet technique de la PME. OK? Parfois, il y avait un background en génie, puis le cadre voyait cette personne comme étant le responsable du volet technologique de l'entreprise. OK? Puis le cadre disait j'ai entendu parler de groupe de recherche à l'Université de Sherbrooke. Vas-y, là, essaie de collaborer avec eux et découvrir qu'est-ce qu'ils font. Et donc, la personne arrivait, et là, on posait la question, hein, pourquoi vous voulez faire 4.0, 5.0? Ah, je ne sais pas trop, c'est mon patron m'a envoyé, OK? Alors, mhm. c'est pas sa faute, c'est quelqu'un qui est focusé sur la technique, puis qui n'avait pas nécessairement une vision stratégique, là, il ne savait pas OK, nécessairement ce que l'organisation cherchait exactement. super. C'est correct. Ça, c'est le type 1A, disons. Le Mhm, type 1B, là, c'est quelqu'un encore technique qui venait, il n'y avait pas nécessairement la vision stratégique, mais il était un rêveur. Il, il, il,
il est passionné de la technologie, il savait que ce qu'il pouvait faire avec tout ça, il y avait plusieurs idées, là. Mais ces idées n'est pas nécessairement arrimer avec le besoin de l'organisation et la vision de OK. l'organisation. OK? Alors, donc, premier profil plus technique. Deuxième profil, là, type 2, là, c'est un peu plus gestion. Puis la première personne qui arrivait, le 2A, disons, c'était un cadre, OK, qui arrivait, puis on posait la même question. Pourquoi vous voulez faire de 4.0? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que je ne veux pas manquer le bateau. J'ai une dette technologique, j'entends parler tout le temps de 4.0. C'était difficile aussi de travailler avec cette personne parce qu'elle n'était pas nécessairement là pour les bonnes raisons, là. Puis le quatrième type, dans le type 2B, disons, là, c'était un cadre avec une vision, qui faisait un peu une visite technologique des marchés, qui savait qu'il y a beaucoup d'opportunités d'innovation présentement, qui voulait vraiment aider son organisation à arriver à quelque chose de différent, là. OK, Là, c'est sweet spot, là. C'est très rare, c'est sweet spot, mais de plus en plus, on voit ce sweet spot, là. Je disais, avant le changement, là, ça commence à être intéressant, là, maintenant, de travailler avec plusieurs PME, là. Alors, donc, c'est un peu le défi, là, pour résumer, ta question était intéressante, là. C'est un peu le défi de comprendre toutes les innovations technologiques, là, incluant la robotique, là, d'une perspective plus stratégique. Il faut tenir compte de variables comme le volet humain, les modèles d'affaires, les pratiques d'affaires, les volets éthiques, usage responsable de technologie, la création de valeur. Et une fois que ça c'est clair, là, penser à son déploiement dans l'organisation. Puis ne jamais oublier qu'il y a un défi énorme là, quand on pense transformation numérique. Et là, on parle de plus en plus de 5.0 là, parce qu'on met l'humain, l'environnement, puis la résilience des organisations au centre de la transformation. Là, ça devient complexe. Là. Il faut avoir une clarté là, plus grande, systémique, pour être capable de bien profiter de toutes ces opportunités. Donc, c'est ça un peu le défi, je dirais, là, présentement. Là. Mais dans le fond, en résumé, là, vous avez dressé les deux types avec deux sous-catégories chaque. Là, puis il y en avait un, dans le fond, le 2B qu'on parlait tout à l'heure, là, qui était un cadre qui avait une vision, qui était ouvert d'esprit, je peux dire comme ça, qui avait fait des visites de technologie, qui avait fait une veille de techno, et puis il était là pour les bonnes raisons. Dans le fond, ça, c'est comme vous dites, c'est vraiment un sweet spot. Puis quand vous disiez le défi aussi, M. Louis, là, le défi, dans le fond, c'est de comprendre vraiment à quoi ça va nous servir, autant la techno, comprendre aussi l'impact que ça peut avoir sur les humains, l'éthique, les valeurs, l'environnement, puis de tout le temps ramener ça, dans le fond, au développement stratégique de l'entreprise. C'est un bon petit résumé, dans le fond? C'est parfait, ça. Puis avant de passer au déploiement vraiment là, de technologie. Là. Ah, bon, super. Tu as bien résumé, Antoine? Parfait. Puis, vous n'avez glissé un mot aussi, là, je fais du pouce un petit peu là, sur. On parle souvent de technologie, puis ça peut être une branche de la techno. Qu'est-ce que vous diriez par rapport au rôle de la robotique là, dans ce contexte-là? Bon, la robotique, puis je dirais surtout la robotique de nouvelle génération, là, la cobotique, et puis la robotique quand elle est associée à d'autres technologies, là, comme on parle de plus en plus d'intelligence artificielle et tout ça, là, c'est parmi les technologies émergentes qu'on a aujourd'hui, là, identifiées par les chercheurs, par le Forum économique mondial. C'est une technologie qui a un pouvoir de transformation très intéressant à différents niveaux. Mais le problème, c'est que la robotique ne doit pas penser de façon isolée là, dans le contexte de transformation numérique. Là. On doit la penser de façon systémique, comme je viens de mentionner, dans un contexte de changement organisationnel, dans un contexte d'innovation, même dans un contexte de développement de personnel. On ne pense pas, là, parce qu'on aide en même temps nos employés à faire un développement professionnel aussi, personnel et professionnel. Oui, puis je vais juste faire du pouce là, avant de continuer. Là. C'est ça, hein, quand on veut venir insérer une certaine technologie, comme vous le dites, peut-être une technologie de rupture là, qui est un petit peu plus nouveau, là, c'est important de considérer l'adoption du changement ou la gestion du changement en tant que tel aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est fondamental. C'est à ce moment-là qu'on va travailler beaucoup avec
nos amis des ressources humaines, nos psychologues de travail, etc., là, il faut vraiment pas négliger, là, parce qu'on pense en techno, on va focuser sur la techno. Alors, cette vision holistique est vraiment très importante, là, de travailler de concert avec nos collègues en ressources humaines, là, et puis en psychologie, là, c'est fondamental. Mais si on parle davantage du volet techno, il faut penser aussi la robotique comme une partie dans tout, une architecture technologique qui est dans un contexte d'opportunité. Parce que robot, là, il faut penser, c'est un objet connecté. Hein. Mm. On peut le connecter, un robot peut travailler tout seul dans son coin, comme beaucoup d'entreprises le font, mais aussi on peut penser à son contexte, à sa connectivité avec d'autres robots, avec d'autres systèmes comme l'ERP, le MES, ou avec d'autres bases de données plus traditionnelles. Puis finalement, il faut penser le volet intelligence de ce robot-là, le volet source de données, source d'intelligence, une prise de décision avancée. Il y a énormément de données qu'on peut extraire d'un système robotisé. On parle des visions, on parle de données sur la performance, puis tout ça, on peut travailler les volets d'optimisation par les données numériques. L'important, je pense, c'est qu'il faut peut-être penser de plus en plus là, les robots comme une partie de cette architecture-là. Et puis, il faut sortir le robot de l'environnement classique PLC de programmation robot, là, puis il faut aller un peu plus loin, je dirais. Par exemple, on peut viser l'optimisation, l'amélioration continue, la restructuration d'aménagement, la prise de décision en temps réel, optimiser. On peut penser à améliorer les contrôles des opérations et tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait, wow, c'est beaucoup de choses, c'est trop gros. Il faut commencer petit peut-être. Je pourrais peut-être revenir sur cet aspect-là plus tard. Non, c'est un bon point que vous apportez, M. Louis. Là. Puis, c'est vrai, comme vous disiez, le Kobo, là, qui est peut-être plus de. Ben, c'est sûr que Kobo, c'est pas né hier, là, mais c'est beaucoup plus récent que les robots industriels là, qui sont, comme vous dites, là, d'une partie plus PLC, encagés dans leur coin. Là, puis on voit beaucoup plus là, des objets qui sont connectés là, vraiment une cellule robot qui est connectée, comme vous disiez, avec le ERP ou d'autres systèmes de données. Puis c'est vrai ce que vous disiez, là, l'amélioration continue, d'apporter une force d'intelligence ou de vraiment rajouter une couche de plus là, à la cellule robot qu'on verrait d'habitude. Puis ça, peut-être qu'on est capable d'outiller avec ça, là, surtout avec le nouveau département qu'on a ouvert, là, Data TI et intelligence artificielle, là, qui nous permet évidemment d'ajouter une couche de plus à nos cellules. Ouais, super intéressant. C'est très pertinent d'ailleurs, votre nouvelle offre de service. Là. Ah, Je suis super. content là, que vous avez embarqué là-dedans. Très Oui, je content. pense, oui, il y avait vraiment, on le voyait qu'il y avait de quoi qui se passait, là, autant au niveau des PME, là, mais des manufacturiers québécois, là, c'était un manque, là, puis on avait beaucoup de demandes, là, fait qu'on a décidé de l'offrir, là, puis, ouais, c'était un très beau département. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Puis, par rapport, justement, là, à transformation technologique, puis la rupture, là, de différents niveaux par rapport à peut-être l'implantation, justement, de ces technologies-là, là, euh, comment que le gestionnaire peut se préparer concrètement face à ce défi? Mhm. OK, c'est une bonne question, encore une fois. Je pense que tu as dit un mot-clé au début, là, l'ouverture d'esprit là, est fondamentale, à mon avis. Hmm. Il faut peut-être partir là, du bon pied là, avec euh, une vision plus, disons, créative de tout ça, là, OK? Mhm. Faut pas penser, ah, je veux faire un projet focusé robotique. Il faut penser, OK, la robotique, la numérisation, elle sert à quoi? Dans quel contexte je suis présentement? Puis à partir de ce moment-là, commencer une équipe à créer là, euh, une vision ensemble. Mais je pense que je pense que beaucoup de cadres commencent à comprendre ça de plus en plus. Mais un aspect que je pense que les gens ont de la difficulté à commencer, là, c'est travailler de concert avec les ressources humaines. Je reviens un peu sur ça, là. Mhm. C'est clé, j'ai eu des expériences qui m'ont surpris beaucoup, là. Le volet ressources humaines n'est vraiment pas pris au sérieux, là. Parce que les projets sont pilotés par des jeunes natifs techniques, puis les ressources humaines, à l'oral, on dit oui, oui, c'est important, mais parfois l'organisation n'a même pas un département de ressources humaines. Il n'y a même pas de pratiques typiques des ressources humaines. Euh,
C'est un volet que vraiment pas négligé, à mon avis, là, de travailler avec les ressources humaines puis les psychologues, puis essayer de comprendre ça, préparer la main-d'œuvre à cette transformation, on peut commencer petit, mais elle peut devenir important. Il faut le préparer, là, surtout en une période où il y a des transitions générationnelles là, qu'on vit présentement. Là. Alors, c'est un défi important. Euh, je dirais que dans ces contextes-là, là, il faut penser peut-être je dirais une philosophie de transformation continue. Là. On entend parler beaucoup d'amélioration continue, là, Mhm. mais on pourrait peut-être commencer à utiliser le mot transformation continue. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrête de penser par projet seulement. Hein. C'est un OK. projet. On pense peut-être par programme de transformation. Un programme étant un ensemble de projets qui sont connectés, qui nous amènent à atteindre des objectifs à moyen long terme, là, qui sont en phase avec notre vision. Là. Alors, c'est un peu. Il faut créer cette culture de transformation continue où les gens deviennent de plus en plus à l'aise, sortir un peu de la zone de confort, où les gens sont à l'aise avec des modèles de collaboration là, qui sont plus éclatés. On peut collaborer, surtout la PME, là. La Mhm. collaboration, c'est essentiel là, parce que les PME n'ont pas toutes les ressources Non, évidemment. financières, humaines. Tu peux travailler tout seul. On peut travailler avec des partenaires d'affaires, mais on peut travailler avec des centres de recherche universitaires ou pas universitaires. On peut travailler avec même la compétition. On parle de coopétition, là, c'est coopérer avec un compétiteur parfois. Là. Puis je dirais que cette notion de travailler en collaboration, il y a un concept qui prend beaucoup de place aujourd'hui, là, c'est la co-création, le co-développement. On fait ensemble des choses. Je n'ai pas les moyens d'avoir un grand département de recherche et développement. Je le mets à quelqu'un d'autre. Je le mets avec des chercheurs. Je collabore avec d'autres organismes, de CCTT, de SBL. Puis j'innove ensemble Mhm. à travers les partenaires. Là. Parfois, on parle d'innovation ouverte, parfois. Donc, ça nous force un peu à sortir de chemin battu et penser l'innovation et la transformation comme quelque chose de plus flexible, euh, différent. Puis on commence à avoir beaucoup de... on a de l'accès à financement pour ce genre de projet-là, de plus en plus. Euh, Ouais, il y a beaucoup de sous qui sont libérés pour ça. Oui, oui, on entend de plus en plus parler. exactement. Alors, ne pas travailler tout seul, collaborer avec d'autres organisations, ça peut être des consultants, ça peut être des entreprises de transfert de technologie, ça peut être des chercheurs ou des partenaires d'affaires, là, fournisseurs, des clients clés. Euh, de plus en plus, mais c'est difficile de collaborer, c'est un effort important, hein, parfois c'est lent, commencer, créer la confiance, mais à long terme, les études montrent que c'est payant. Là. Hmm. Mais je dirais que ça fait peur là, quand on pense à tout ça. Les affaires, je dis, ça a l'air gros. Mais on peut commencer là, à se préparer pour faire face à ça là, avec un petit projet. Il faut commencer à quelque part, là, avec des quick wins, des petits projets, briser euh, l'idée que c'est complexe, briser la peur là, de la transformation ça devient plaisant à un moment donné. On voit qu'on est capable de régler des problèmes qui sont en entreprise depuis longtemps. Et là, on s'est dit, waouh, on a réussi à faire quelque chose de trippant, ça commence à être excitant. Là, créer un cercle positif là, Mhm. d'innovation. Mais il faut commencer quelque part, là, sans plus tarder. Là. Il ne faut pas focuser sur les gros projets au départ, à mon avis. Là. Ouais, j'aime ça. Euh, Ouais, j'aime vraiment votre aspect, pas petit à petit, là, mais ouais, en fait, c'est très clair. C'est bien résumé. Dans le fond, ne pas travailler seul, s'encadrer, aller chercher peut-être de l'aide, des collaborateurs. Vous avez parlé de co-développer, co-compétition, se faire former. Puis que ça peut sembler gros de commencer petit, là, parce que c'est, comme on dit en anglais, des quick wins, dans le fond, j'imagine là, que vous voulez dire. Là, on relève des petites barrières à Tout à chaque fait. fois sans exact. Puis je voulais savoir justement pour quelqu'un qui écouterait ce balado-là, puis dire OK, je suis prêt à passer à la prochaine étape. Là, comme au début, vous avez parlé quand on travaillait avec certains types de personnes, ben, j'imagine que quand vous travaillez avec certains types de personnes des PME,
c'était à travers de différents services qui sont peut-être offerts, comme vous aviez dit. Puis quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, puis demain veut se lancer, là, qui contacte ou avez-vous peut-être des pistes de personnes à qui pourraient parler des organismes? Oui, oui. Ben, après avoir fait un petit effort interne et tout là, pour créer une équipe multidisciplinaire, puis ouverte, question ouverture d'esprit et tout là, sortir de la maison, c'est une bonne chose à faire. Puis il y a tellement de choses tellement d'organismes, au Québec là, que ce soit dans le réseau, de cégep ou universitaire, que ce soit dans les privés là, ou que ce soit dans les parapublics, là, il y en a beaucoup là qui existent aujourd'hui pour aider les entreprises à aller de l'avant avec ça. Parfait. Il y a du financement public aussi pour réduire ces coûts-là. C'est très important. Depuis 2017, on a quand même beaucoup de sous là, pour le domaine manufacturier, là, qu'on n'a jamais vu depuis longtemps là, au Québec. Puis aussi, je dirais qu'une façon pour briser la glace, c'est se former. Il y a une offre de formation très intéressante. On a à l'Université de Sherbrooke, je le mentionnais, mais il y en a d'autres aussi qui sont intéressants à différents niveaux. Ça brise un peu là, la peur, puis ça casse l'inertie là, qu'on a au début. Là. Ça va démystifier un peu tout ça. Euh, D'ailleurs, même en robotique, on a des formations aussi à l'Université de Sherbrooke. Ça peut aider les gens à dire, OK, là, c'est pas si pire, là, je commence à voir par où commencer exactement. Donc, se former, ça peut être aussi là, un chemin. Là. Un Former autre l'équipe, point. là, il faut Mhm. dégager les employés, il faut investir du temps. Donc, Mais on le voit, là, puis vous l'avez dit, là, tu sais, tous les clients qui viennent chez nous, là, souvent ceux qu'on. Lorsqu'un client il sera pas seul, là, ce ne sera pas seulement un cadre là, avec une vision, mais vraiment une équipe multidisciplinaire. Là, c'est là qu'on va vraiment avoir peut-être des meilleurs résultats où on voit que tout le monde est en ligne puis tout le monde marche dans la même direction. Là. Ça revient un petit peu à la culture d'innovation ou culture de transformation continue là, que vous aviez parlé tout à l'heure, hein, qui était très intéressante. Je fais juste peut-être quelques pas en arrière, là, quand que vous parlez justement de. En tout cas, grosso modo, planification stratégique, là, ça semble quand même être très, très pertinent là, depuis le début là, que quelqu'un a envie de penser à un futur changement. Puis les ressources humaines, j'imagine, c'est d'un point de vue de. Parce que il faut avoir peut-être le point de vue des opérateurs qui vont être forcés à travailler, qui vont être portés à travailler avec la technologie ou les robots. J'imagine que c'est pour ça qu'on voudrait venir introduire les ressources humaines à ce niveau-là aussi. tout à fait, tout à fait. C'est deux points qui, mon sens, sont vraiment très importants, je dirais, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui font la planification stratégique. Hein. Mhm. C'est devenu, après, je pense, 2007, avec le programme manufacturier innovant, là, c'était comme une obligation pour avoir accès au financement de base, là, pour OK, participer à OK. des initiatives et tout. Mais il y a beaucoup d'organisations qui font un petit document puis mettent ça dans un tiroir. Là. OK. C'est pas la pratique idéale. Là. C'est un processus qui doit arriver constamment en organisation. Il est continu, c'est un effort continu, il y a des révisions, puis il y a un effort aussi de communication, la vision, l'organisation auprès des employés, les cadres intermédiaires, puis des employés. Il y a tout un effort. Puis la même chose se passe en termes de ressources humaines. Tout le monde dit oui, c'est important, j'ai des gens qui gèrent les ressources humaines. Mais tu arrives en organisation, la ressource humaine est gérée, par exemple, j'ai vu des cas là, où c'est des directeurs des opérations qui gèrent les ressources humaines. La personne n'a aucune qualification en ressources humaines, d'expérience. Oui, l'expérience pratique de tous les jours, mais il y a des pratiques avancées en ressources humaines aujourd'hui, là, certaines entreprises n'avaient pas, par exemple. Là. Donc, dire oui, oui, c'est ressources humaines, c'est important, on les gère, mais il faut le faire de la bonne façon, là, avec les bons outils, les bonnes méthodes et tout ça. Là. Euh, alors, c'est peut-être le temps, dans ce cas-là, d'investir en quelqu'un qui est expert en ressources Mhm. humaines, qui forme une équipe interne en ressources humaines, par exemple. Ça peut être Euh, très mais pertinent. c'est pas partout, mais j'ai vu des cas comme ça qui sont étonnants. Là. Exact. Puis, fait que là, on s'est peut-être un petit peu éloigné, là, mais tant mieux, dans le fond, on a pu élaborer un petit peu plus, là, mais vraiment, là, pour ça répondait vraiment là, largement à la question de comment le gestionnaire, dans son travail de gestion des opérations, pouvait faire pour mieux se préparer à ce défi. Puis le défi, si on peut le résumer, là, Louis, c'était plus
défi d'implantation de nouvelles technologies ou de transformation continue. Hein, Tout à fait, tout à fait. c'est ça. Puis oui, évidemment, la planification stratégique, là, comme vous disiez, là, on l'entend, puis c'est fait, puis ça peut être pour aller chercher du financement, mais j'ai bien aimé le fait de c'est pas fait pour être mis dans un tiroir, là, c'est pour être fait, puis c'est semblablement à la transformation continue, là, on veut continuellement retoucher notre planification stratégique, la communiquer à l'intérieur, comme vous disiez, puis il y a une phrase là, que Peter Drucker disait, là, rien n'est moins productif que de rendre plus efficace ce qui ne devrait pas être fait du tout. Je trouve que ça fait vraiment un beau parallèle avec la Tout à fait, planification stratégique puis ce qu'on a parlé aujourd'hui, là. tout à fait. Euh, je ne sais pas si vous aviez d'autres points à ajouter, M. Lewis. Je sais que c'est juste un petit sommaire rapidement là, par rapport à tout ce on peut voir dans la gestion des opérations, là, mais on a mis quand même une bonne base là, pour les gestionnaires là, qui voudraient en savoir plus. Aviez-vous d'autres points? Ah, je pense que ça fait le tour, de mon côté, Antoine. J'aimerais te remercier encore une fois, là, de recevoir aujourd'hui, là, à Ah, mais toi c'est et l'équipe pareil. RevTech. Puis Oui, félicitations encore pour l'initiative de podcast, là, c'est très pertinent. super, mais plaisir conjoint. Hein. Je vous tiens vraiment, je veux vraiment tenir à vous remercier là, pour votre temps et toutes les informations de qualité que vous avez partagées avec nos auditeurs. Là. Fait que merci beaucoup, Louis. Merci, Antoine. Un plaisir. Puis juste pour rappeler à nos auditeurs là, qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial revtech6.com, podcast à commercial revtechsys.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci Louis aux auditeurs et à bientôt.